Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vois que tout le monde a pu se connecter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de webinaire, donc le Simco Consulting, avec la thématique de l'automatisation de la préparation de commandes. Alors, on a pu le diffuser sur un message sur LinkedIn. L'automatisation, c'est pas forcément la baguette magique qui va nous permettre de tout automatiser et de résoudre toutes les difficultés de l'entrepôt, mais ça fait partie des outils qui sont accessibles aujourd'hui et j'allais dire de plus en plus présents dans nos entrepôts. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dérouler, si tant est qu'on puisse le faire en moins d'une heure, les différentes technologies qui sont disponibles aujourd'hui pour mettre en place et nous assister donc dans la réalisation de nos préparations de commandes. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous rejoignent pour la première fois, donc Simco Consulting, nous sommes cabinet conseil en logistique supply chain, 40 ans d'expérience, 600 clients, 2400 projets, avec une offre relativement complète puisque l'idée c'est donc de faire un focus sur tout ce qui est intralogistique d'usine et d'entrepôt, donc à travers des solutions manuelles, à travers des solutions automatisées, en prenant soin de vos flux, en préparant le terrain. C'est bien notre, notre volonté de prendre soin des flux et de pouvoir passer tout ce qui va être pic d'activité, réponse au quotidien, augmentation des volumes, et on verra dans quel contexte aujourd'hui se trouvent nos entrepôts. Nos réponses passent à travers donc une étude de faisabilité d'automatisation ou des études de faisabilité très manuelles, hein, c'est-à-dire que soit on passe par une notion d'innovation, on investit dans un ascenseur et on monte 3 étages, soit on prend l'escalier et on investit plutôt dans du béton, c'est du dur, on monte petit à petit les marches, on progresse et donc on est plutôt dans un cycle que j'appellerais donc d'amélioration continue. Et donc, on peut avoir ces deux choix et on se prive, on se prive pas chez Simco d'étudier l'intégralité, c'est-à-dire des solutions des plus manuelles aux plus automatisées, avec aussi des solutions intermédiaires qu'on peut appeler hybrides, c'est un mot qui est à la mode, pour pouvoir nous permettre justement de répondre en fonction des critères, en fonction des volontés, des effectifs et d'un cadre de référence qui est fixé par nos clients. On va aller cibler et réfléchir à quelle est la meilleure solution. Évidemment, donc, on va cocher la case innovation quand on va parler d'automatisation. Chez Simco, nous disposons également d'outils de simulation de flux qui nous permettent de reproduire digitalement des activités en vue de valider, de confirmer. C'est comme une assurance investissement. On va valider le bien fondé d'une solution qui aura été proposée. Et puis, donc, on a également, on vous assiste également sur une partie d'externalisation, c'est-à-dire qu'on assiste des prestataires logistiques pour répondre à des appels d'offres de donneurs d'ordre et on accompagne les donneurs d'ordre pour mettre en place, rédiger le cahier des charges d'externalisation logistique qui fait aussi partie de nos études de faisabilité, hein, puisque le cadre de référence peut permettre certaines fois d'aller chercher de la prestation externe. Et donc, on vous accompagne aussi pour aller identifier, gérer tout le processus d'appel d'offres, de sélection du fournisseur. On est enfin certifié Calliope, ce qui nous permet de vous aider non seulement à mettre en place ces organisations qui vont bien, mais aussi de faire grandir vos collaborateurs à travers leurs compétences, à travers des rappels à des fondamentaux. Quand bien même on est tous aujourd'hui équipés, ou grande majorité équipés de systèmes d'information très performants, encore faut-il comprendre ce que font nos systèmes d'information de manière à pouvoir les pousser dans des paramétrages fins et vérifier surtout la data d'entrée, la donnée d'entrée, puisque pas de bon flux physique si pas de bon flux d'information. Et puis donc les autres activités que j'ai pu souligner ici, qui sont plus liées à la supply chain, les premières activités étaient plus liées plutôt à la logistique opérationnelle. Donc on a une partie également de notre activité qui va être liée à tout ce qui va être prévision de la demande, gestion de stock, et de production, etc.
quelques-uns de nos clients qui apparaissent ici. Alors, vous aurez tout le temps, puisque vous allez bénéficier, donc on vous enverra la présentation, donc vous aurez l'occasion à la fois de regarder donc quelques noms peut-être qui vous parlent de nos clients aujourd'hui, notre portefeuille client, et donc à la fois vous pouvez consulter notre site internet où vous avez donc des cas d'études qui sont présents et on vous explique encore de manière plus complète et à travers également un petit film, donc nos activités. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc, c'est cette notion de préparation de commande, d'automatisation de préparation de commande. On va commencer par redéfinir un peu le contexte, les enjeux. On va parler d'automatisation et on s'est vu il y a 2 semaines à travers ce même média où on a parlé d'automatisation dans des systèmes de stockage. Donc, on va peut-être faire un petit focus sur ce qui s'est passé dans le dernier épisode. On va parler des technologies disponibles, puisqu'on est bien là pour ça, évidemment, de manière totalement indépendante vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs du marché. Et puis, on va parler aussi de l'importance de la méthodologie, puisqu'on n'a pas le droit de se tromper quand on parle d'automatisation. Alors, on a rarement le droit de se tromper, même si l'erreur est humaine, mais quand on parle d'automatisation, on va figer, on va bétonner certaines parties de l'organisation et ça va être très difficile derrière de revenir derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment d'attacher de l'importance donc à la méthodologie. Si vous avez des questions, vous avez un chat à votre disposition. On répondra avec plaisir donc à la fin de la session à vos questions. Vous allez bénéficier donc du lien à la fois pour pouvoir revoir ce webinaire en replay et à la fois donc pour pouvoir bénéficier donc du support en PDF. Et puis vous avez nos coordonnées complètes en fin du document. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des projets, ça n'engage à rien. Un coup de fil, une visite, il n'y a aucun problème, on peut tout envisager. Alors, dans le dernier épisode, et c'est quelque chose que je fais relativement régulièrement, on a parlé donc d'automatisation du stockage. Pourquoi? Parce qu'on va distinguer deux pavés essentiels dans le fonctionnement de nos entrepôts. Un premier pavé qui est donc ce que j'appelle la photo. On est basé ici dans les anciens bureaux R&D de Kodak à Chalon-sur-Saône. Et donc, les pellicules, ça nous parle. Donc, on parle de photo. C'est le bon niveau de stock qui permet de servir les clients au bon endroit, au bon moment, etc. Avec des contraintes, bien sûr. Et puis, donc, ça concernait bien sûr le stockage. Et puis, on a le film, ce qui rentre, ce qui sort. Et donc, on ne va pas avoir la même activité d'entrepôt si on est plutôt côté usine ou plutôt côté dernier maillon de la distribution. On a des contraintes différentes, on a des produits d'entrée différents, des produits de sortie différents, on a des volumes, un nombre de références qui va de manière exponentielle plus on s'approche du destinataire final. Donc, on va forcément avoir ces deux approches. On a vu la photo la semaine dernière, il y a 2 semaines. On va s'atteler aujourd'hui donc à faire un focus sur le flux. La notion d'automatisation de stockage, on l'a vu au dernier épisode, en fait, on a plusieurs phénomènes qui viennent faire générer finalement des besoins d'exploiter de la hauteur et de minimiser donc les délais de circulation. C'est le foncier industriel qui se fait rare avec la zéro artificialisation nette des sols, la notion de réindustrialisation également qui est importante puisque on a besoin de terrain, de surface pour réindustrialiser, pour ramener des industries, soit sur des sites nouveaux, soit pour compléter des gammes de fabrication qui sont déjà existantes sur des sites. Et donc, on a besoin de se poser la question de plus de stock et plus de flux à l'intérieur de ces sites-là. Et puis, on a ce référentiel RSE en logistique qui n'est pas des moindres et et c'est la grande tendance aujourd'hui, qui est là pour à la fois améliorer les relations entre les différents acteurs de la chaîne, mais aussi pour agir sur les conditions de travail. Et quand on parle d'automatisation et quand on parle de métier de la préparation de commandes, de métier d'entrepôt, c'est un point qui est important et l'automatisation est une réponse qu'on peut apporter évidemment à ces problématiques-là.
Le contexte de la préparation, je ne vais rien vous apprendre si on parle de e-commerce, évidemment, c'est toujours la progression. Alors, quand bien même le nombre de sites de vente en ligne de e-commerce est en hausse, le nombre de transactions sur 2022 était légèrement en baisse, mais après un gros pic 2021 et 2020-2021, on sait pourquoi. Aujourd'hui, on a cette notion qui est quand même importante qui vient perturber nos entrepôts sur la partie distribution, c'est que là où on était habitué à préparer plutôt des grosses commandes régulières, on va plutôt commencer à taper dans la palette, dans le colis, voire aller chercher une unité, on ouvre les cartons et on reconditionne pour pouvoir répondre le plus vite possible, évidemment, à des exigences de clients. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui est fondamental, qui fait partie de beaucoup de demandes de nos clients, de pouvoir s'adapter finalement e-commerce. Mais tout comme on doit s'adapter à des pics d'activité, à des saisonnalités, et on verra comment est-ce qu'on peut répondre effectivement à travers l'automatisation à ces enjeux. Un des autres enjeux et du contexte aujourd'hui de nos entrepôts, c'est toujours cette logistique urbaine qui devient une priorité pour l'ensemble des distributeurs, des e-commerçants, des industriels. Donc, c'est quelque chose qui est selon cette étude CBRE, donc capitale. Et donc, ça veut dire qu'on doit s'installer sur des sites où, qui dit urbain, dit minimiser forcément l'empreinte et la surface au sol. Le contexte plus général de nos entrepôts et de nos activités revient sur la notion toujours d'efficacité, de rentabilité, puisque on est sorti depuis quelques années de cette image de l'entrepôt qui était un poste de charge où on arrive sur la partie supply chain où on ajoute, on apporte de la valeur à travers nos entrepôts. Donc, on doit avoir des entrepôts qui sont efficaces, qui sont rentables, où on doit prendre soin des délais de préparation, à la fois sur les préparations classiques, standards, à la fois sur les préparations qui sont urgentes, qui donc sont à préparer de manière prioritaire. On a besoin d'être précis dans nos préparations, on a besoin d'éviter évidemment d'avoir des colisages qui permettent de protéger les produits, donc de limiter forcément la casse. On a besoin de réduire nos erreurs de préparation, et ça, on y arrive de mieux en mieux. Et on doit être flexible face à des évolutions du marché, donc c'est canaux de distribution, ce positionnement, encore une fois, de nos entreprises vis-à-vis donc de l'intégralité de la supply chain et de pouvoir s'adapter à des choses de plus en plus précises avec une augmentation du nombre de références à gérer. Et tout ça joue sur la notoriété, évidemment, puisque qu'on soit e-commerçant ou qu'on soit maintenant également partenaire fournisseur en B2B, on a de toute façon en face de nous, quelque part, un acheteur, des indicateurs, et on est noté sur notre performance, et meilleure est notre performance, et plus on a de chances de renouveler nos contrats derrière et de poursuivre de manière sereine nos activités envers nos clients. Pourquoi on fait un focus sur la préparation de commandes aujourd'hui? Parce que on a ces exigences et ces priorités qui sont émises par les clients. Ils veulent augmenter la satisfaction des clients. Voilà. Donc, les industriels, les commerçants ont besoin de cette notoriété, de cette satisfaction, donc ont besoin de fiabiliser à la fois le contenu et les délais de préparation de nos préparations, des commandes. Il y a un besoin de réduire les coûts. Alors, vaste sujet que de réduire les coûts. Aujourd'hui, on est à la fois dans ce besoin de réduire les coûts, mais on est aussi dans ce besoin de répondre à la manutention, de répondre à des préparations de commandes avec une pénurie de main-d'œuvre, des effectifs. Donc, on a des fois des difficultés à trouver le personnel. Donc, ça vient un peu contrebalancer cette notion de réduction de coûts, quand bien même nos études de faisabilité nous permettent, on verra, de pouvoir positionner un curseur par rapport à différents coûts de différentes solutions et d'aller chercher un retour sur investissement.
Et puis, nos actionnaires ont besoin de maximiser donc l'efficacité des investissements existants. C'est-à-dire que ils investissent dans l'entreprise. Eh bien, il faut que forcément ça rapporte et ça fasse des petits sur les montants investis. Et donc, ces trois points-là font que aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de se focuser, de se concentrer sur notre préparation de commande. Et étant donné que les préparations aujourd'hui, quand on prend un effectif, alors on a pris du client chez Simco pour analyser la répartition des effectifs entre tous les postes de l'entrepôt. L'entrepôt lui-même, forcément, a un coût dans l'organisation. Ce qu'on voit, c'est que en général, quand on est sur une activité traditionnelle, environ 50% des effectifs, une personne sur deux, un opérateur sur deux, est dédié donc à ces notions, à cette fonction de préparation de commande. Donc, quand on parle de rentabilité, évidemment, on va s'attacher de manière assez classique au plus gros poste, qui est celui de la préparation. Alors, pour continuer ou pour finir sur cette notion d'entrepôt moderne, oui, on augmente le nombre de références à gérer, on a des soucis d'obsolescence de produits, de contraintes de stockage, de conservation, de pièces détachées pendant 10 ans, quand bien même il y a des solutions alternatives qui arrivent avec des imprimantes 3D, mais on a toujours cette notion et donc à concilier dans nos entrepôts, à la fois en termes de stockage, à la fois en termes de préparation, des produits qui tournent beaucoup, des produits qui peut-être vont avoir une grosse rotation et disparaître de manière relativement furtive, et puis des produits qu'on devra de manière légale conserver dans l'entrepôt, qui seront peut-être un peu moins accessibles d'accès, mais on a besoin à un moment donné de les conserver. Donc on peut imaginer faire cohabiter plusieurs technologies entrepôt, avoir des logiques sur les très fortes rotations, sur les moyennes rotations et sur les faibles rotations des produits. Ces notions de traçabilité qui sont aussi capitales, parce qu'on va nous demander de tracer sur toute la ligne donc, nos produits. On a des commandes urgentes, on en parlait. On a des augmentations de chiffre d'affaires qui passent soit par un nombre plus grand de clients, soit par un nombre plus grand de produits, soit par un nombre plus grand de quantités livrées sur un même nombre de commandes et de commandes. Et puis, on a tout ce qui est, on est sur ce marché très, très volatile, donc on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, s'il y a pleuvoir, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas plu. Est-ce qu'il y a un impact sur les activités, sur les entreposages et la préparation de commandes des parapluies? Peut-être, sait-on jamais. Ça peut être intéressant de le savoir. On a ces notions de délai aussi. Il pleut, c'est aujourd'hui qu'il pleut, c'est cette semaine qu'il va pleuvoir, c'est dans quelques semaines qu'il va commencer à neiger. Donc, il y a besoin d'avoir à disposition dans les centres auto les pneus neige qui vont bien pour les clients, ou tout au moins le client qui passe doit pouvoir commander son pneu ou ses 4 pneus neige sur la bonne référence évidemment, compatible avec sa voiture et quand on sait le nombre de références qui peuvent exister sur les pneumatiques, c'est difficile déjà d'anticiper, de prévoir le bon stock, puisqu'on est en plus fluctuant avec la météo. Mais une fois qu'on est sûr et que le centre auto s'engage à vous alimenter les pneus, il faut garantir que mercredi matin à 8 h, les pneus soient bien là en centre auto. Et donc, c'est quelque chose qui est capital, qui est important. Et c'est cette notion d'exigence, de nouvelles exigences de l'entrepôt, tout au moins d'exigences accrues des entrepôts qui rentrent en compte ici, tout en tenant compte donc, de cette notion de conditions de travail. Alors, je disais tout à l'heure, on prend l'ascenseur, on prend l'escalier. Ici, donc, on parle d'innovation, donc on va bien aller chercher une solution innovante à travers donc, des systèmes automatisés. Alors, quand on parle de système automatisé, on peut, on a mon cœur balance entre j'automatise pas, oui, mais je vais perdre du savoir-faire parce que je vais confier à des machines, je vais avoir une évolution des compétences des salariés. Donc, il y a des avantages et des inconvénients qui sont. Alors, on essaie d'en positionner quelques-uns sur cette planche. Forcément, on va faire des économies de coûts directs, on va faire des économies de ce qu'on appelle d'OPEX, donc des dépenses annuelles. Par contre, on va avoir
une notion d'investissement, donc de CAPEX qui va être plus conséquent. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Donc là, c'est plutôt sur un aspect financier. Sur l'aspect ressources, on va être moins dépendant des ressources humaines. Par contre, on va peut-être être un peu plus dépendant de compétences spécifiques, puisque un chef d'équipe qui aujourd'hui fait face à l'absence d'un collaborateur va devoir identifier une panne ou une anomalie de premier niveau, j'allais dire un premier diagnostic pour pouvoir remettre en route un convoyeur central qui bloque tout l'entrepôt, ou pouvoir faire appel et être assisté donc, pour pouvoir mettre en place les solutions qui vont bien pour remettre en route la machine, alors qu'aujourd'hui, à la limite, il crie un petit peu plus fort que d'habitude, et puis il y a un entraînement donc, des équipes qui fait que on arrive tant bien que mal à compenser l'absence d'un collaborateur. Et puis, il y a cette notion d'avantage et d'inconvénient peut-être du fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va améliorer la réactivité, on va pouvoir étendre de manière plus facile les plages de travail quand on doit répondre à des pics d'activité, on va être plus flexible également. Par contre, une fois qu'on a défini la solution, il faut qu'on se pose la question par rapport à l'évolutivité de nos outils. Je parlais il y a 2 semaines d'un exemple, d'un opérateur qui fait plutôt des chaussures. Demain, il fait des bottes. Est-ce que la taille des colis est compatible avec les systèmes automatisés qu'il aura investis? Demain, il fait plutôt de l'espadrille. Vous m'excusez si c'est une marque, je ne suis pas sûr. Mais donc, demain, on fait de la claquette. Ok, on peut puisque le volume est plus petit, donc on peut stocker de la claquette. Est-ce que ce sera compatible avec les convoyeurs, par exemple, ou si c'est des convoyeurs à rouleau? Pas forcément, parce qu'elles peuvent se coincer entre deux rouleaux. Donc, forcément, on va se poser la question. Il faut bien poser cette notion de stratégie de départ de manière à pouvoir répondre à la stratégie de demain, mais également à la stratégie d'après-demain de l'entreprise, sans avoir à tout recasser ce qu'on aura fait pour repartir de zéro. Alors, si on parle d'automatisation, il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet. On va donc avoir une distinction entre est-ce que j'automatise plutôt, est-ce que je prépare des charges plutôt volumineuses, est-ce que je prépare des charges légères, quels sont les flux, quels sont les volumes à préparer, puisque tous les systèmes ne répondent pas aux mêmes enjeux en termes de productivité. Quelle est la solution que je dois mettre en place entre la solution mixte et la solution automatisée? Et puis, donc, est-ce que je viens faire de la manutention plutôt manuelle ou pas, sachant que on va parler de préparation, mais il y a aussi toute la phase à post-préparation, qui est donc la partie emballage, qui est la partie fin de ligne, étiquetage, calage, emballage, fermeture du colis, mise en place du colis sur la bonne palette de destination, sur la bonne gare de destination. Donc ça, c'est des choses qui ne s'improvisent pas et qu'il faut anticiper, qu'il faut prévoir au moment du projet quand on parle d'automatisation. On a une philosophie quand on parle de préparation de commandes automatisées. La philosophie, c'est des termes qui sont anglais. Aujourd'hui, sur un entrepôt traditionnel, on est en person to goods, c'est-à-dire c'est la personne qui va chercher l'article, le SKU au bon emplacement. Et puis, on a une alternative avec justement ces systèmes automatisés qui est donc le goods to person. C'est la marchandise qui, par un coup de baguette magique, arrive à l'opérateur. Et puis, de plus en plus, puisque les technologies commencent à bien le permettre et qu'on parle vraiment d'industrialisation 4.0 et 5.0, on commence à avoir également du goods to robot. C'est-à-dire qu'on présente un colis, on présente des pièces de manière totalement automatisée à un robot, à un bras, qui lui va venir prélever à travers l'intelligence artificielle, à travers un système donc, de reconnaissance par l'image et à travers donc, également donc, des systèmes de préhension de plus en plus précis et de plus en plus protecteurs par rapport aux différents conditionnements. Donc, on va pouvoir avoir donc, ce qu'on appelle le goods to robot, donc qui est la phase encore d'après, où là, on a
on n'a plus d'opérateur, entre guillemets, qui va faire donc cette notion qui reste aujourd'hui dans l'automatisation, hein, cette notion donc de prélèvement. Ces notions donc de type de prélèvement, manuel par vague, automatisé, donc tout ça c'est des choses pareilles qu'on va forcément anticiper en termes d'études et en termes d'analyse des données. Et puis donc la partie de conditionnement, système d'emballage, système de tri, système de palettisation, on est en train de réfléchir chez Simco à mettre en place un nouveau titre de webinaire justement pour faire un focus sur la fin ligne. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Alors, si on est en person to goods, goods to person, goods to robot, on va avoir donc des systèmes, des plus manuels ou plus automatisés. On peut avoir des person to goods à pied, donc avec des notions de convoyeur, avec des systèmes de tri, avec des notions de prélèvement robot, etc. Donc tout ça, on a essayé de mettre sur cette matrice ce type de prélèvement par rapport donc à la philosophie opérationnelle et de positionner alors le préparateur de commandes, le shopper, tout ce qui est stockage rotatif, vertical, horizontal. On essaie de ne pas citer de marque, quand bien même on remercie les fournisseurs du marché de nous autoriser à diffuser des images à travers ces webinaires. Encore une fois, c'est important, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans le cadre de ce webinaire, mais on travaille de manière totalement indépendante vis-à-vis des fournisseurs du marché. On a la prétention de connaître les différents systèmes, les avantages, inconvénients, les cas d'usage, et donc de pouvoir adapter nos solutions aussi en allant chercher des solutions évidemment qui sont présentes. Alors, si on est en préparation person to goods, donc l'opérateur va sur ces notions donc de l'adresse de stockage donc, des marchandises, on est ici sur des préparateurs donc à plusieurs niveaux. Je vois qu'il y a une fois dans le slide. Alors, on a un préparateur qui peut être Python, qui peut être embarqué, qui va être sur des préparateurs de commandes, mais en tout cas, c'est lui qui va travailler sur son chemin de préparation. Hein. Ici, on a besoin d'un bon WMS pour aller optimiser donc le chemin de prélèvement en fonction des contraintes produits, de poids, de fragilité et autres. Et on peut assister cet opérateur avec différents outils qui sont donc on le voit à droite un chariot put to light, c'est-à-dire qu'on va pouvoir préparer plusieurs. Alors ici on est vertical, on peut l'avoir en casier, on peut préparer plusieurs commandes sur le même chemin de préparation avec l'identification où est-ce qu'on positionne l'article, le colis, combien qu'on a dans les mains. Ça c'est donc nos systèmes d'information qui nous permettent de le faire, et ça évite quand on fait une vague globale de préparation de faire le tour de notre chemin picking, de poser les marchandises sur un point intermédiaire et ensuite de reprendre une deuxième fois une rupture de charge pour reprendre et refaire la préparation. On a ces systèmes de shopper également hein, qui nous permettent là aussi de pouvoir directement mettre des produits donc, dans des cartons et qui ont toute la partie informatique embarquée. Voilà. L'idée ici, c'est d'éviter, contrairement à ce qu'on peut faire à gauche peut-être, hein, c'est d'éviter de reprendre les produits une deuxième fois pour aller les trier quand on est donc en person to goods. Alors, évidemment, on parle ici de picking, on ne parle pas de palette complète, puisque de toute façon, la palette complète, on doit faire des allers-retours dans le stock jusque sur le quai pour aller les préparer. Mais on a ces notions donc, qui sont quand même capitales. Il va falloir qu'on aille analyser forcément la donnée d'entrée et qu'on dise une commande, est-ce que j'ai un article par commande? Est-ce que je fais de l'e-commerce et en général je suis à 1,2 articles, 1,2 SKU par ligne de commande, ou est-ce que je suis plutôt sur 10, 12, 15 articles, et donc on va mettre en place la meilleure solution opérationnelle pour répondre à ce besoin, et donc parmi les solutions qu'on peut trouver sur le marché. Toujours si on est sur donc, cette philosophie donc, de person to goods, on a ici donc, ces personnes qui peuvent être donc, sur donc, des racks dynamiques. Alors, petit volume ici, hein, dynamique, qui permettent d'avoir en frontal un maximum de références disponibles et accessibles, qu'on peut assister ou non à travers donc un convoyeur, c'est-à-dire que
on fait juste glisser notre carton de préparation. On peut être alors soit tout seul sur sur un même convoyeur, soit à plusieurs postes, et on a un périmètre restreint pour limiter quand même les déplacements. Une assistance informatique évidemment qui va avec. Et donc ces notions où j'ai mes colis qui sont en face de moi, et donc je viens compléter mon carton, ma commande client au fur et à mesure, avec peut-être des fois des avantages sur le mode qu'on appelle pré-colisage, c'est-à-dire que je sais avant de préparer ma commande quelle est la volumétrie de ma commande et quel type de carton je dois utiliser pour ne pas prendre le plus gros carton et y avoir 50% d'air et acheter du transport d'air par la suite. Donc, pré-colisage, le bon colis, on identifie, donc on associe à chaque fois le contenu et le contenant, et donc on remplit nos cartons au fur et à mesure. Et la partie droite, qui est donc une notion donc, d'assistance avec des peak to light, c'est-à-dire que mon carton arrive, je l'identifie et donc j'ai quelques adresses qui s'allument avec peut-être un écran LED qui montre la quantité à prélever. Et donc, je prélève mon produit, je valide, je le mets dans le carton. Et donc, le carton passe à la phase suivante où il attend si j'ai un deuxième produit qui est concerné avec une quantité concernée. Alors ici, en termes de fiabilité de préparation, on a cette fiabilité à travers cette lumière, ce qui n'empêche pas à un moment donné, peut-être, si je suis décalé, j'appuie sur pour valider. Je suis appelé par un collaborateur, un collègue, un chef, où j'ai une étiquette coincée sous le pied, donc je me baisse, je l'enlève, je me relève, je prends le mauvais colis. Mais ici, on a une possibilité de contrôler la préparation globale à travers des contrôles pondéraux. Donc, si on a des colis qui sont côte à côte, relativement identiques et avec le même poids, on va avoir du mal, si ce n'est de passer derrière à une solution pas flash systématiquement quand on met dans le colis, ou à une solution RFID peut-être, qui a un coût un peu plus conséquent, mais qui permet aussi des avantages opérationnels sur toute la supply chain. Donc on a ici, on est sur de la préparation person to goods, donc c'est toujours la personne qui va en face le produit pour assurer sa préparation, mais on a une partie d'assistance, d'automatisation, ce qui signifie aussi aujourd'hui, quand on réfléchit à ce type de technologie, ce qui signifie aussi d'alimenter ces produits, donc par l'arrière en général, donc ces racks ou ces étagères dynamiques. Hein, donc ça nécessite aussi donc, de faire un lien entre un stock et donc cet univers de préparation de commande. On est ici sur donc, des carousels horizontales, carousels verticales qu'on peut assortir à côté donc, de ce qu'on appelle un mur de préparation. Donc, et on a ces notions de put to peak to light ici, c'est-à-dire que on n'est pas sur une solution totalement route sous personne, puisque on vient effectivement collecter des produits sur une unité, sur un carrousel. Par contre, une commande va peut-être être composée de produits qui viennent de plusieurs carrousels, verticaux ou horizontaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même un déplacement de l'opérateur qui va aller d'une armoire à une autre ou d'un carrousel à un autre de manière à pouvoir compléter son dispositif, ou alors on a plusieurs opérateurs et donc un bac qui va s'acheminer et qui va s'arrêter sur des gares, sur des stations de travail, où chaque opérateur, en fonction de sa zone, va remplir remplir le bac en question. On peut, et on y reviendra tout à l'heure, on peut ici aussi mettre en place des dispositifs de pick to light, de put to light. L'idée, c'est de dire quand je remplis, puisque, attention, quand on parle de préparation de commande avec des systèmes automatisés, ça veut dire qu'initialement, et à la base, et on l'oublie trop souvent, il faut remplir la technologie, il faut remplir les bacs, les casiers avec les produits. Donc, quand on remplit, on peut avoir donc, un put to light, c'est-à-dire que je flash mon produit, j'ai un bac qui arrive ou un plateau qui arrive et une aide qui me dit il faut que tu mettes ton produit à cet endroit-là. Et quand je prélève,
c'est pick to light, c'est j'allume là où je dois prélever le produit. Et on fait un pick to light quand on est sur un mur de préparation également. C'est j'ai mon produit dans la main et le mur me dit attention, il en faut 2 ici. Et donc on vient positionner les 2 ici, on valide et on passe au produit suivant. Et de l'autre côté, une fois que la commande est prête, là aussi on a une lumière qui s'allume, verte, la commande est prête. Je peux passer à la phase suivante de conditionnement et d'emballage de ce produit. On est ici aussi sur des zones concentrées, des déplacements donc à pied, mais moindres, sur des pochettes, ce qu'on appelle des pochettes sorteurs en termes de préparation commande. Ça permet ici donc de faire un buffer, de faire des buffers, c'est-à-dire d'avoir des stockages d'accumulation. Ça permet de faire du tri, du séquentage, puisqu'on peut mettre plusieurs produits dans chaque pochette suspendue. Ça permet de faire du cintre également. Et donc, on exploite ici la hauteur donc d'un entrepôt. Et donc, ça nous permet ici donc de gagner, d'exploiter vraiment cette notion de hauteur et de répondre à des enjeux en fonction des typologies de volume et de poids. Donc, à des enjeux ici de tri avec des grosses fréquences puisqu'on gagne un maximum d'espace. Le fait aussi donc de travailler plutôt en hauteur permet d'avoir des installations de travail sur la partie dalle de l'entrepôt. On a ensuite donc ici donc des préparations de commandes qu'on voit donc de ce qu'on appelle de gare à palette, hein, puisqu'on a parlé de petits colis jusqu'à présent, mais aussi on peut aller prélever directement sur des palettes, ce qui évite ces transferts et ces notions de transfert de produits d'une palette vers un bac ou vers un environnement picking petit volume et puis ensuite un prélèvement sur le petit volume. On vient ici donc taper directement sur la palette. Alors ça peut être un système de navette, c'est-à-dire que j'ai une palette qui sort d'un système automatisé, d'un transstocker ou même qui est déposée par un cariste. Elle est mise sur une navette et elle vient se déposer sur un convoyeur là où on a un préparateur qui est prêt à prélever donc la palette, qui peut être assisté donc par un bras assistance mécanique également. Ça peut être une notion également de carrousel, c'est-à-dire qu'on a une palette qui tourne en permanence en ovale sur toute la zone de préparation. Et donc, bien, quand on a besoin du produit, hop, elle vient se ranger sur un des convoyeurs. Donc, on est ici sur un système où on reste dans la philosophie. On est bien dans la philosophie good sous personne, mais on s'attaque directement à la palette en termes de préparation. En termes de préparation de commande, hein, on a vu il y a 2 semaines ces notions de typologie de stockage. On est derrière un mini-load. Donc c'est un transstocker qui est plutôt dédié colis. Donc c'est une rue qui est dans une allée et qui va chercher le bac sur une ou plusieurs profondeurs qui va bien et qui vient le présenter par un système de convoyage. On est sur un système multi-shuttle où là c'est des navettes qui vont aller plutôt récupérer les colis, qui peuvent prendre un ascenseur ou qui peuvent être un 2D ou 3D. On a ce qu'on appelle les cubes de stockage, hein, voilà, donc où on vient densifier un maximum ces colis, limiter les espaces, les allées de circulation, voire supprimer les allées de circulation pour certains systèmes que je ne citerai pas par décence, mais qui sont donc du stockage en hauteur des bacs. Et donc on a ici, une fois qu'on a réfléchi à comment je stocke mon matériel, comment je stocke mes produits, on a donc différentes philosophies de prélèvement avec des aménagements ici spécifiques de gares de prélèvement qui sont liés là aussi à la typologie de vos produits, à la typologie des articles, à la fréquence d'arrivée des produits. Un produit à très forte rotation
est-ce qu'on va vraiment le mettre dans un système automatisé alors qu'on sait que systématiquement, on va aller en chercher pour faire la préparation. Alors, ça peut demander peut-être à un moment donné de consolidation entre un produit qui est plutôt dans une picking traditionnelle et un produit qui va être stocké dans un automate, dans un système automatisé. Mais à un moment donné, on va forcément avoir à réfléchir sur une ergonomie de poste de travail avec ces gares de préparation. Certaines sont totalement customisables, d'autres, on est obligé de partir sur un concept et sur une base forcément de fournisseurs. Voilà, donc ici, on est vraiment sur du 100% goutte sous personne, que ce soit derrière donc ces systèmes-là ou derrière, totalement à droite sur le slide, donc une étagère mobile. Donc, on est ici sur un stockage par étagère, donc un robot une navette qui prend en charge une étagère sur laquelle j'ai des produits et qui l'amène sur un poste de prélèvement et qui ramène l'étagère sur le stockage avec des avantages puisque les robots vont couper au travers pour aller chercher les bonnes étagères. Il faut le bon nombre de robots pour ne pas faire perdre de temps aux opérateurs entre deux opérations. Et on est sur une densification aussi de stockage avec, alors quand on parle de stockage, peut-être si on veut exploiter la hauteur, on va être obligé de passer par un système de mezzanine puisqu'on peut avoir plusieurs hauteurs d'étagères sur mezzanine ou on va chercher d'autres systèmes. Mais le système, c'est un système de robot qui présente donc un produit opérateur. Et là aussi, on aperçoit une petite caméra au-dessus du préparateur, qui est en fait pas une caméra, pardon, mais un projecteur LED et qui doit pointer, assister l'opérateur sur l'endroit à lequel on doit prélever donc la marchandise et la quantité. C'est quelque chose qu'on a vraiment calculé, puisque c'est des postes qui vont permettre, alors soit qui sont mixtes, qui vont permettre d'entrer la marchandise et de la sortir, soit c'est des postes qui vont être plutôt dédiés à la sortie de marchandises. On a des cadences, on a des capacités, indépendamment derrière du système avec son équipement, nombre de robots, nombre de grues, etc. On doit pouvoir assurer une cadence qui doit être cohérente avec les besoins de l'entreprise. On doit pouvoir, quand on programme et quand on imagine une installation, pouvoir être à même d'augmenter la capacité donc, de sortie et donc le nombre de postes de travail. Et donc, c'est quelque chose qui est plutôt capital de bien mesurer, de se laisser une petite marge de sécurité, ne serait-ce que quand on travaille plutôt sur des pics. Il y a des jours où il faut mettre en route un deuxième, un troisième, un quatrième poste de travail pour pouvoir assurer le besoin des clients. Donc, tout ça va forcément se calculer, mais tout ça va être relativement modulable en fonction de vos activités, en fonction de l'image des commandes, en fonction du nombre de lignes par commande, en fonction du nombre de clients que vous commandez, vous allez vouloir préparer en simultané. Voilà, donc c'est des choses qui forcément font partie donc cette notion de préparation de commande. Alors on a ici un exemple de garde de prélèvement aussi, avec la possibilité donc d'avoir des notions ici de recirculation des produits, c'est-à-dire que un bac avec une notion de bufferisation, puisque la référence qu'on allait chercher dans le stock doit pouvoir être présentée à plusieurs préparateurs parce qu'elle concerne plusieurs lignes de commande. Voilà, donc on a ces systèmes ici qui nous permettent d'assurer ça. Et puis donc on voit sur un poste avec une hauteur réglable. Bien souvent, quand on parle de RSE, quand on parle de conditions de travail, alors ok, on amène des postes donc en goutte sous personne. Ça veut dire que les personnes n'ont plus à dérouler des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de pas dans l'entrepôt. Par contre, c'est des postes où on fait sans arrêt la même chose. C'est-à-dire qu'on a une lumière, on prend le poulet, on le met à côté, on prend à côté, on met à côté, etc. Donc, on doit aménager le mieux possible, à la fois physiquement et à la fois en termes d'environnement, donc ces postes de travail. Et on doit également anticiper le fait de pouvoir assurer une rotation de personnel, puisqu'une personne qui reste pendant 7 heures devant un écran et devant des bacs qui arrivent et qui repartent, c'est quelque chose qui n'est pas facile et donc il faut pouvoir imaginer dans l'organisation des rotations d'effectifs pour éviter justement donc de s'abrutir. Il n'y a pas d'autre terme, je pense, sur ce type d'activité.
Un concept ici un peu différent donc de prélèvement. On passe par donc ce stockage automatisé de carton de caisse qui vient être prélevé donc par une notion donc de transstockeur ici, et puis donc on vient mettre à disposition donc dans des gares donc ces unités de manutention avec on peut distinguer ici différentes catégories de produits, des petits cartons, des cartons légers, des cartons lourds, et donc assurer une palettisation derrière. Ça veut dire qu'on va faire un mix, ça veut dire qu'on va calculer, on va anticiper une palettisation, et donc on va aller chercher des séquences vraiment spécifiques de préparation de palettisation. C'est l'intelligence, j'allais dire, du système automatisé qui va cadencer la manière dont on présente les produits euh, du plus lourd ou du plus volumineux au plus léger. Ces systèmes aujourd'hui doivent nous permettre d'assurer donc de la préparation, évidemment, mais doivent nous permettre aussi de fiabiliser cette préparation. Alors, on a vu tout à l'heure des images et des visuels, et on a un exemple ici sur la gauche de l'écran, donc avec un préparateur et préparatrice donc, qui est assisté donc avec ses convoyeurs pour son colis qu'elle est en train de préparer, qui est assisté donc par ce management visuel avec un système de LED et de quantité. C'est très utilisé ici. On a un exemple sur de la librairie. On a, alors c'est pas très utilisé et les avis sont très partagés sur la technologie de cette notion de voice picking qui permet d'avoir les mains libres au moment de la préparation. Euh, voilà, ici on est donc plutôt en person to goods, hein, on indique qu'on va à tel emplacement, on a des codes des trompeurs pour dire j'ai bien le bon colis dans la main. Voilà, donc puis on a les mains totalement libres puisque tout se fait de manière vocale et parlée. Le vision picking qui est très peu développé également, donc des informations qui viennent en addition donc sur une vitre, sur une fenêtre. On a le meuble de tri de type tri postal où quand j'arrive avec mes produits, eh bien, je sais que ça concerne le client 3 et donc je vais mettre mon produit en B12 ou en C14 ou en Z24. Et puis on a en bas à droite cette notion ici de toboggan, entre guillemets, c'est-à-dire que derrière, on a un système automatisé qui vient servir des produits et donc qui vient cumuler ces produits, alors soit par référence, soit directement par commande. Donc tout dépend finalement la typologie de ce qu'on a préparé. Et puis, on va évidemment, c'est bientôt caduque ces notions de terminaux RF, CPDA, Personal Digital Assistant, où aujourd'hui, on peut le faire avec des smartphones, aujourd'hui, on peut le faire avec des notions de bagues. Et bien souvent, et de plus en plus, on est plutôt sur des systèmes qui sont embarqués sur des engins avec un système donc, de bague très léger qui est connecté en Bluetooth avec une tablette, ce qui permet d'avoir un peu plus d'informations, un peu plus de visuel et toujours les mains disponibles pour assurer la manutention des produits. Le système donc put to light, on vient d'en parler, je ne vais pas m'étendre dessus, hein, donc on put ou on pick to light, là où ça s'allume, et puis donc on a le put to wall, j'en ai parlé également, et le put to cart, qui est un mixte entre un engin et donc un équipement, totalement digitalisé qui nous permet d'équiper un chariot, un rôle de manutention avec ces systèmes donc de put to wall, put to life avec un système RF. Et donc là aussi de gagner du temps en limitant le nombre de reprises de charge à chaque opération. Si on parle de solutions Goods to Robots, les robots, on les utilise beaucoup, on les a beaucoup utilisés pour commencer sur des produits de type grande distribution, hein, des gros volumes avec des emballages par épipède rectangle qui permettent d'aller pincer une série de produits, de soulever, d'enlever la palette qui est en dessous, de le poser sur une nouvelle palette. Donc, c'est de la préparation en couche palette. Là aussi, on a une exigence d'avoir des très bonnes données d'entrée en termes de dimension, de poids par rapport au produit. C'est quelque chose qui est capital. Et donc, on est sur la robotisation plutôt par couche
soit donc avec un système de pince, soit avec un système de ventouse. Donc on a plusieurs technologies disponibles et c'est là aussi relativement utilisé. Et puis on commence à avoir ces notions donc de robots qu'on appelle anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont des bras mobiles et puis donc ils peuvent soit piquer, prélever des produits sur des palettes, soit prélever des produits dans des bacs, soit assurer la palettisation aussi, donc avec on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas faite que pour faire des textes, pour répondre convenablement à un devoir de français ou à une dissertation. C'est fait aussi pour pouvoir anticiper, calculer au mieux, de manière très rapide et très intelligente, une palettisation en fonction de différents critères qu'on va avoir renseignés dans le système. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui nous permet vraiment de gagner du temps, aussi bien sur une notion d'ordonnancement, puisqu'on parle d'automatisation, préparation et stockage. N'oublions pas les systèmes d'information où il faut qu'on lance et qu'on lance nos préparations. On appelait ça lancer la préparation il y a encore quelques années. Aujourd'hui, nos entrepôts sont deviennent de plus en plus des usines et on parle vraiment d'ordonnancement au même titre qu'une usine de production et de transformation de produits. Un processus qui ici est totalement automatisé avec cette notion de stockage, de palettisation, d'envoi, etc. Donc on est vraiment ici sur des processus où on confie à l'automate et on a plutôt un écran de supervision qui nous permet de vérifier que tout se passe bien. Voilà ici quelques images et quelques visuels donc avec des robots. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui, de fournisseurs ont travaillé sur ces notions de robots qui nous permettent à des fréquences extrêmement rapides de faire des prélèvements, des préparations. Et là, quand on parle de préparation de commande, on doit bien avoir en tête qu'on ne prépare pas forcément une préparation ou une commande pour le client final, mais qu'on peut aussi préparer des commandes en interne pour des besoins d'ordre de fabrication, pour des besoins de transformation, de customisation de produits. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui va être essentiel et capital. Et de pouvoir passer donc par une notion de robotisation, on va gagner un temps fou, puisqu'on peut aller jusqu'à 2400 pics par heure sur certains systèmes, ce qui n'est pas négligeable. Et je suis persuadé que c'est déjà une cadence, une capacité qui est caduque sur le marché. On a un système ici qui a fait ses preuves et qui est utilisé dans de nombreuses utilisations sur des produits cosmétiques, pharmaceutiques, médicaments, beaucoup. Donc ces systèmes A-frame où on voit donc derrière des stocks de bacs et donc on a une alimentation ici par ces systèmes avec donc un tunnel au milieu et donc une préparation totalement automatisée à l'unité, à la boîte, donc avec un gain de temps puisqu'on peut préparer là aussi jusqu'à 2000 unités par heure. Donc on est plutôt sur une niche de produits, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est vraiment très efficace en termes de capacité de production. Et sur les références, sur des environnements où on a beaucoup, en général beaucoup de références. Ici, un système donc, automatisé donc, avec une notion de tri. Hein, je parlais de la farming, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est comment est-ce que mon produit que j'automatise, j'évite de le reprendre à la main pour le remettre et le positionner sur un bon quai de départ, pour un bon transporteur, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir aussi quand on automatise. C'est l'idée de pouvoir soit constituer directement de la palette, soit pouvoir le mettre au bon endroit. Donc, une fois qu'on a évidemment garanti le contenu du colis, qu'on l'a refermé, qu'on a mis peut-être un BL ou un flyer publicitaire à l'intérieur, qu'on l'a sécurisé, qu'on l'a associé, qu'on l'a étiqueté avec le bon destinataire, et on va le mettre donc sur la bonne gare. Donc, là aussi, on peut avoir des suremballages, on peut avoir différentes gammes de produits qui peuvent être en sachet, en carton, en colis. Donc il faut aussi ici qu'on aille
mettre en place ces systèmes de tri, qu'on ait bien la bonne information pour gérer le flux qui va bien. Difficile encore une fois de faire le tour sur toutes les technologies du marché. Alors, vous l'aurez compris, et pour ceux qui n'ont pas pu participer à notre précédente édition sur les parties technologies de stockage, automatiser le stockage, automatiser la préparation de commandes, c'est quelque chose qui va ensemble. N'hésitez pas, si vous n'avez pas le lien pour le replay du précédent webinaire, à nous solliciter. C'est avec plaisir qu'on vous l'enverra de manière à ce que vous puissiez recoller les morceaux et faire en sorte d'avoir une vision globale à la fois sur la technologie de stockage et à la fois sur la technologie de préparation. C'est comment est-ce qu'on peut marier les deux, puisque si on automatise le stockage, ce serait dommage d'avoir des prélèvements manuels derrière. Alors, un point qui est essentiel pour nous, c'est la réflexion, c'est la méthodologie, puisqu'on risque des mauvaises approches quand on est sur des réflexions d'automatisation. Si on pense que ce qu'on a vu chez les voisins peut s'appliquer directement chez nous ou dans une filiale du groupe, ils font comme ça là-bas, je vais faire comme ça. Si on a une vue un peu étroite, si on ne sait pas ce qui se fait sur le marché, voilà, si je le fais parce que c'est mon patron qui m'a demandé de le faire. Alors ça peut arriver aussi, mais il faut se poser la question, il faut élargir cette vision et de manière à pouvoir donc aller chercher des fois des solutions inattendues ou qui sont plutôt adaptées sur d'autres secteurs d'activité ou que vous n'aviez pas forcément, dont vous n'aviez pas forcément connaissance. Et donc aujourd'hui, c'est le fait de faire appel à un cabinet permet de gagner. Alors il y a un coût forcément à l'instant T. Par contre, ce coût, vous allez gagner sur la durée à travers la solidité, la robustesse de la solution et à travers donc le temps gagné sur la mise en place à la fois de l'étude et de la solution. Un cabinet conseil qui vous aide sur la mise en place de ce projet est appelé en général dans 40% des cas. C'est 40-40 sur 40-35 sur cabinet de conseil et donc j'ai une compétence en interne. L'idée c'est aussi de pouvoir cadencer le projet et s'assurer de la disponibilité des ressources. Et puis dans 15% des cas à peu près c'est les fournisseurs qui se chargent eux-mêmes de la mise en place et des avancées sur les différentes solutions. En tout cas, il y a des étapes importantes, que vous soyez en interne ou que vous passiez par des cabinets de conseil. C'est le fait d'avoir les bonnes personnes au bon endroit dans l'équipe projet. C'est pouvoir clairement parler de la problématique, poser la problématique, mais ne pas penser solution tout de suite. Les solutions n'arrivent que derrière, mais en tout cas, il faut d'abord poser l'équation de ce que vous cherchez. Comparer différentes solutions, comparer différentes technologies. Un fournisseur qui va venir vous voir avec sa technologie va forcément vous dire que c'est la meilleure. Il y a peut-être une petite prise de recul à avoir par rapport à justement à la comparaison des différentes technologies et est-ce qu'on peut répondre de manière standard ou est-ce qu'il faut aller chercher du spécifique du développement par rapport à vos activités, par rapport à vos flux. Le fait de documenter le projet, le fait de s'assurer derrière de sa maintenance, de la mise en œuvre. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on sait faire et sur lesquelles on sait vous accompagner chez Cisco en tout cas, avec à la base, et ça commence toujours par là, cette étude de faisabilité où on va comparer les différentes solutions, tant sur l'aspect coût économique que sur l'aspect solution en elle-même, avantages, inconvénients. Vous parlez des exemples de passer de la chaussure à la botte ou de la chaussure donc, à la claquette. Et puis donc une approche à travers cette étude de faisabilité où on va parler retour sur investissement, mais aussi d'analyse des coûts et des avantages de différentes solutions, là aussi sur la mise en place, sur la durée de mise en place du projet, sur la facilité de mise en œuvre, sur la partie système d'information, sur le fait de devoir tout raser dans votre organisation et d'aller chercher soit une tente et de travailler dehors, soit d'aller chercher un prestataire logistique ou au contraire de pouvoir travailler par
un jeu de chaises musicales en entrepôt, on veut d'une zone, on l'aménage, etc. Donc tout ça, on va l'aborder, tout comme les notions de besoin de compétences RH et d'évolution et d'accompagnement du changement, c'est des choses qu'on sait bien faire, puisque chez Simco, on vous accompagne à la fois sur la méthode, sur l'étude de faisabilité, mais on sait aussi vous accompagner sur les différentes phases de mise en œuvre, et ça c'est quelque chose qui est important. On n'est pas là pour faire du hack à on n'est pas là pour faire une stratégie, mais on est là pour transformer votre stratégie en tactique opérationnelle et solution opérationnelle. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous si besoin. Voilà, un petit échantillon à la fois du contexte, à la fois des différentes technologies disponibles et à la fois donc des points d'alerte sur la gestion d'un projet donc de système automatisé. J'espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez si vous voulez qu'on aborde différents sujets à travers nos webinaires. On est là pour ça. Vous avez ici un email, donc mon email et un email générique pour nous contacter. Vous avez ici l'adresse web. Consultez également notre page entreprise sur LinkedIn. Et comme annoncé au départ du webinaire, j'imagine que vous avez des questions et c'est avec plaisir que je vais essayer d'y répondre. Alors, quelques secondes pour aller chercher la liste des questions. Alors, j'ai une première question qui, si j'arrive à l'extraire, on va faire comme ça. À partir de quelle cadence de commande à l'heure faut-il automatiser? Ah, eh ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je veux dire, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de minimum. On est plutôt sur une analyse d'existence, sur un constat. Aujourd'hui, l'automatisation permet d'éviter tout ce qui va être coactivité, d'avoir un nombre de personnes, de matériel de manutention, de chariots, de piétons, des fois divers et variés dans une même zone, puisque ça permet justement d'intégrer cette notion de goutte sous personne. Alors, on est à la fois sur des cadences de commande, à la fois sur un nombre de colis par ligne de commande, enfin un nombre de lignes de commande par commande. Et donc, en fait, on peut avoir des cas d'usage, je suis désolé, c'est une réponse de Normand, pourtant je ne suis pas Normand, mais on peut avoir des cas d'usage totalement différents entre justement peut-être que je vais avoir besoin d'automatiser à partir du moment où je traite 250 commandes dans la journée, parce que c'est 250 commandes avec des choses extrêmement précises, avec des relevés de numéros de série et autres, ou peut-être que je vais plutôt avoir besoin d'automatiser parce que je double ou j'ai une croissance annoncée de 20-30% de plus de commandes et que de toute façon j'ai plus de place et que je peux pas mettre 3 opérateurs en plus et 3 chariots en plus. Donc on va comparer une notion de productivité homme, une notion de productivité machine et on va aller chercher donc ce retour avec des fois des investissements contraints de dire bah oui je n'ai pas d'autre choix que d'aller chercher la technologie d'automatisation parce que j'ai plus la place de toute façon et indépendamment, j'allais dire, du nombre de commandes à préparer. Ça peut être aussi lié à la typologie des volumes. Hein. On a des fois des pièces détachées quand on est dans l'horlogerie, on a des toutes petites pièces détachées. Et donc, ça peut être un avantage d'aller chercher cette automatisation à la fois pour la fiabilité, à la fois pour l'utilisation du stockage et parce qu'on est sur un nombre de références très grand et que ça permet, j'allais dire, d'aller chercher cet avantage et d'éviter un maximum de personnes dans des environnements qui sont relativement étroits en général. Alors j'ai ensuite une question qui est donc, est-ce qu'on peut associer n'importe quel poste de préparation à n'importe quelle technologie de stockage automatisé?
Alors en général, on a certaines limites, mais on est relativement libre effectivement d'aller aménager comme on souhaite là aussi nos postes de travail. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très customatisé, qui est très spécifique, qui va être lié donc à l'image d'une commande et qui va être lié au nombre de clients qu'on doit préparer sur un instant T. Et en fonction de ça, on va effectivement préparer, on va faire appel aux technologies donc put to ball, ou on va faire appel à des technologies put to light avec un certain nombre de bacs, peut-être de chaque côté d'un poste de prélèvement. Voilà, on va pouvoir effectivement distinguer, peut-être avoir des postes de sortie qui sont dédiés à des notions d'urgence, et on peut aller, alors mis à part quelques fournisseurs dont l'interface homme-machine, j'allais dire, est très spécifique. En général, on va pouvoir aller aménager à notre guise ces notions de convoyage, de convoyeur, d'accès et d'évacuation donc des produits sur ces bacs. Donc on a une certaine limite, mais une grande latitude de fonctionnement. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Encore quelques secondes. Non, a priori, pas d'autres questions. Bien, écoutez, l'heure est venue de mettre fin à ce webinaire. Merci pour votre participation. J'espère que le contenu vous aura convenu, qu'il aura été à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises par rapport à des secteurs d'activité, par rapport à un projet que vous avez, ça n'engage à rien. Appelez-nous, contactez-nous et on fera un plaisir de vous rappeler, de prendre contact avec vous. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode de webinaire Simco Consulting. Au revoir.